bonsoir à tous. Il est 20h sur NATV. Il va y avoir du sport. Le NASport Show, 20h-22h, comme tous les soirs, du lundi au vendredi. Gros programme avec du foot, du rugby ou encore du basket et des invités. Ce programme détaillé dans le sommaire, tout de suite avec Clément Darbieux. Ce soir, rencontre avec Gernot Rohr, ancien joueur emblématique des Girondins de Bordeaux. Il nous dira tout sur le succès des Marinés Blancs en 1986 et 1987. En rugby, entretien avec le président du SU Agen, Jean-François Fontenot. Quelques minutes avant la rencontre face à Biarritz ce soir, c'est dans un instant. En fin d'émission, focus sur l'élan béarnais en basket qui s'accroche à la Betclic Elite après un été mouvementé. Audrey Sauré, la directrice générale, sera notre invitée. Avant de s'intéresser à la Coupe de France, une information exclusive du groupe Namedia. Selon notre rédaction, Jean-Pierre Papin, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux, l'ancien coach du bassin d'Arcachon, va bel et bien faire son grand retour à l'Olympique de Marseille. Lui qui était priorité de Pablo Longoria, il va devenir à partir du mois de mai prochain le nouveau directeur du centre de formation de l'Olympique de Marseille. Plus d'informations sur notre site internet na.media.fr. Place ce week-end au 6e tour de la Coupe de France avec les affiches concernant les clubs de Nouvelle-Aquitaine. Angoulême-Charentes joue face à Porte-entre-deux-Mers. L'Aviron Bayonnais va recevoir Bergerac. L'US Lège-Cap-Ferré contre Chauvigny. L'Escar face à Saint-Paul-Sport. Le match entre le FC Libourne et le Stade Poitvin. Vous voyez également s'afficher la rencontre entre Parthenay-Viennet et le Stade Bordelais. Jonzac-Saint-Germain accueille Châtellerault. Il y aura la rencontre entre le CA Neuville et Trélissac. Choré face à Charente-Limousine, le CA Béglé contre le SA Mérignac, Aubusson face à Boé, bonne rencontre. Et puis il y aura le petit poussé, bien évidemment, le FC Occitane face à Merpin. Enfin, Mérignac-Arlac va recevoir le S Guérétoise. Et à l'occasion de ce 6e tour de Coupe de France, NATV vous propose de vivre 2 matchs en direct. Le premier, ce sera samedi, Libourne contre le Stade Poitvin. Et puis dimanche, Mérignac-Arlac face à l'ES Guérétoise. Petite bande-annonce et on accueille juste après Thomas Sarr, l'entraîneur du Petit Poussé, le FC Occitane. Dimanche à 14h45 sur NATV, vivez le 6e tour de la Coupe de France avec le FCE Mérignac-Arlac face à l'ES Guérétoise. Quelle équipe continuera sa route pour le 7e tour? Mérignac-Arlac, club de Régional 1, accueille l'Entente sportive guérétoise promue en National 3. La surprise est-elle possible pour Mérignac? Guéret va-t-il se qualifier au 7e tour comme la saison passée? Réponse dimanche sur NATV à 14h45. La Coupe de France sur NATV, c'est avec le groupe Madi et Boucherie du Sud-Ouest, 4 magasins en Gironde. Deux matchs donc à vivre ce week-end en direct sur NATV, en espérant pouvoir également compter sur la victoire du Petit Poussé, le FC Occitane qui, rendez-vous compte, a déjà remporté les maillots et qui pourrait désormais, en cas de qualification pour le 7e tour, affronter une équipe de Ligue 2. Pour parler de tout cela et de ce parcours héroïque du FC Occitane, on file en Haute-Vienne où l'on retrouve l'entraîneur du club, Thomas Sarr. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Thomas, on a eu votre président lundi dans l'émission de LFN TV, mais pour ceux qui n'ont pas vu cet entretien avec votre président, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu le contexte, présenter le FC Occitane à nos téléspectateurs, où se situe le club, combien de licenciés, Thomas? Alors, c'est un club de campagne situé en Haute-Vienne, au sud de la Haute-Vienne, qui regroupe 6 communes. Donc, il y a Magnac-Bourg, il y a Meuzac, il y a Saint-Germain-les-Belles, Château-Chervy, Vic-sur-Breuil et Glanges. Et c'est un club d'environ, tous les ans, en général, de 200 licenciés. Et c'est un club qui est désormais le Petit Poussé, puisque vous avez pris ce statut en baisse qui a été sorti lors du 5e tour. C'est une fierté, Thomas, d'être le Petit Poussé de cette compétition? C'est une fierté, oui, parce que c'est une première pour tout le monde. On profite de l'instant. Pour un petit club comme le nôtre, on saisit toutes les opportunités qui se mènent à nous, qui se présentent à nous. Et puis en étant aussi le dernier représentant du département, on ressent l'engouement autour de nous, donc c'est vraiment plaisant.
Ouais, un club de campagne, mais qui est en train de réaliser une campagne de Coupe de France exceptionnelle. Et c'est pour ça que vous êtes avec nous. Vous allez jouer Merpin. Alors, Merpin, c'est un club de Régional 2. Le but, quand on est entraîneur, on prépare ses joueurs comme d'habitude, quand on est petit poussé, à savoir ne pas encaisser de but dans le premier quart d'heure, voire la première demi-heure, pour pouvoir monter en puissance et prendre confiance. Oui, c'est exactement ça. Bon, de toute manière, moi, ce qui m'étonne et j'en suis fier d'ailleurs, c'est la manière dont les joueurs se préparent. Parce que même si on est entraîneur et qu'on développe un cadre, eux, ils s'y adaptent vraiment très bien, ils restent zen. Même les très jeunes qui n'ont pas forcément l'habitude des événements sont très très zen pour préparer ça. Et je pense que ça fait notre force par rapport au tour précédent qu'on a pu faire, surtout contre les deux équipes régionales qu'on a pu éliminer, dont La Rochelle qui reste notre plus grand exploit. Mais je reste persuadé que le match de dimanche sera encore plus difficile. C'est pour ça qu'on s'y prépare comme d'habitude et qu'on fera le maximum pour passer ce tour-là. Vous dites comme d'habitude au niveau de la préparation, Thomas, ça veut dire qu'il n'y a pas de séance supplémentaire, vous vous préparez exactement comme pour le pain quotidien, pour le championnat? Exactement, on change pas nos habitudes. De toute manière, nous, avec nos infrastructures et puis la proximité de la commune dans laquelle on s'entraîne avec les boulots de chacun, ça serait trop difficile de faire 3 séances par semaine avec tout l'effectif. Donc, je préfère en faire que 2, mais que tout le monde soit là. Après, il y a beaucoup, beaucoup de communication entre les entraînements. Les joueurs se parlent beaucoup entre eux, moi y compris. Donc, c'est d'autant plus organisé. Donc, il n'y a pas de souci sur ça. Vous n'avez même pas rajouté, Thomas, de séance de tir au but à la fin des entraînements? Ah, si, c'est une tradition. Chaque vendredi, on va dire, c'est par superstition aussi, parce que comme je vous dis, on change pas nos habitudes, hein. Tant que ça marche, on emprunte le même chemin, mais en espérant que ça dure. Il y a beaucoup de matchs d'ailleurs du tour précédent qui se sont dénoués au tir au but. C'est vraiment une possibilité. Est-ce que ça tremble un peu plus que d'habitude, le pied le vendredi soir à l'entraînement? Ben, en fait, non, ça reste dans la lignée de notre travail. Les gars profitent de l'instant et j'ai l'impression qu'ils sont très, très, très à l'écoute. C'est même pas qu'une impression, c'est une certitude. Parce que si on est arrivé là et en mettant le contenu qu'on a mis, que ce soit sur les 3 premiers tours, contre Lafarge au quatrième et contre La Rochelle au cinquième, et les gars sont concentrés, prennent du plaisir aussi, et c'est pour ça que le mélange fait qu'on a les résultats qu'on a. La seule chose qui change un petit peu, Thomas, votre président nous le confirmait lundi, c'est sûrement la médiatisation, puisque vous l'avez dit, dernier représentant du district de la Haute-Vienne, le petit poussé, ça amène forcément des projecteurs supplémentaires sur votre club du FC Occitane. Des projecteurs, ça c'est sûr, que ce soit sur le club, que ce soit sur le staff, dont moi, l'équipe, et puis les dirigeants, enfin tous les représentants du club. Mais on le prend comme une motivation, pas comme une pression, donc on va dire que c'est du bon stress. Vous parliez tout à l'heure de la jeunesse de votre club avec une entente entre plusieurs communes. Du coup, vous attendez beaucoup de spectateurs, je suppose, ce week-end? Ah oui, oui, oui. Après, bon, les calendriers de la fédération ont été faits pour qu'il y ait des journées de championnat en parallèle des matchs de coupe. Donc malheureusement, il y a des équipes évidemment du département qui vont jouer des matchs de championnat en même temps que notre match de coupe dimanche après-midi. Mais ça n'empêchera pas qu'il y aura beaucoup de monde pour nous pousser. Et comme le tour précédent contre La Rochelle, ben, on attend beaucoup, beaucoup de soutien parce que je pense que ça peut faire vraiment une différence dans l'aspect mental par rapport aux équipes dimanche. Et c'est une bonne nouvelle après une période marquée par le Covid et par l'absence de recettes, notamment au niveau de la buvette. Pour un petit club comme vous, vous le disiez, un club de campagne dans le bon sens du terme, c'est aussi important d'avoir des recettes qui reviennent. Tout à fait. Bon, même si c'est vrai, l'aspect financier, bon, ça, c'est plus le club qui le gère que moi, parce que bon, moi, c'est le sportif. Mais la priorité, c'est le sportif, mais on prend ce qu'il y a autour, bien évidemment. Mais comme vous l'avez si bien dit, l'important pour nous, c'est de retrouver du monde, c'est de retrouver de la joie autour du terrain, de la bonne humeur, parce que par exemple, le match de La Rochelle, ben, j'ai vu des gens qui sont même pas forcément passionnés par du foot, mais qui sont venus parce qu'il y avait un événement dans notre commune. Ça fait venir des gens de partout et c'est très plaisant et tout le monde passe un bon moment, donc c'est là le principal. Et donc, cette équipe du FC Occitane qui va jouer le sixième tour ce week-end face à Merpin. Alors, s'il y a victoire, non seulement vous serez toujours le petit poussé, non seulement vous serez toujours le représentant du district de la Haute-Vienne, l'unique représentant,
Et puis, troisième chose importante, c'est qu'au tour prochain, en cas de qualification, il y a la possibilité de jouer une Ligue 2. Vous vous imaginez, Thomas, en tant qu'entraîneur de ce petit poussé, jouer, je ne sais pas, Sochaux, les Girondins de Bordeaux ou Saint-Étienne, des clubs qui ont brillé dans l'histoire de la Coupe de France? Ben, je pense que à ce stade de la compétition, quand on réalise des exploits comme on vient de le faire, vu la période qu'on vit entre l'engouement et puis même, enfin, les gens en interne, ben c'est pas qu'on rêve, mais on se permet d'y croire et en fait on imagine tout. Donc on donnera tout pour aller au bout de la chose. C'est ce que les joueurs veulent faire parce qu'en plus de ça, comme vous l'avez dit, en étant le dernier club du 87, en étant le petit poussé de la région Nouvelle-Aquitaine, eh bien pourquoi pas accueillir un club professionnel et en plus se délocaliser, je pense, sur Limoges parce que notre stade ne sera plus homologué pour le tour suivant. Et il y a un superbe écrin à Limoges. En plus, ce serait une fête magnifique. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Déjà, il y a une chose qui est sûre, et ça, on sait que les joueurs adorent, c'est que vous avez gagné les maillots. C'était le premier objectif, on suppose, Thomas. Ah ben moi, je sais que quand je suis arrivé au club de l'Occitane, enfin, moi j'en parlais en souriant, non pas que moi j'y pensais, j'y croyais. Après, on peut jamais vraiment être sûr parce que la Coupe de France, c'est quelque chose de pas hasardeux, mais les parcours ne se ressemblent pas d'année en année. Donc aujourd'hui, on a saisi les opportunités, comme j'ai dit précédemment, on donne tout. Donc c'est vrai que les maillots, ben, les gars sont contents. On a eu un deuxième jeu parce qu'on est passé au cinquième tour, et puis maintenant le sixième, et puis ben allez, hein, que ça continue. Rêvons plus grand, comme disent certains. En tout cas, merci beaucoup, Thomas, d'avoir pris quelques instants pour répondre aux questions du Nasport Show. Évidemment, on vous souhaite le meilleur et on sera à fond derrière le petit poussé, comme souvent en France. Vous le sentez d'ailleurs, cet élan populaire là, Thomas. La France, c'est un pays qui a toujours aimé être derrière le petit poussé. Ben oui, c'est vrai que ben, le petit attire plus les projecteurs souvent que les grands, surtout dans cette compétition qui reste pour moi la plus belle des compétitions en France au niveau des sports collectifs parce que ça donne la chance aux sports amateurs ben, de se frotter au grand calibre du football. Donc c'est vraiment plaisant et puis j'arrête pas de recevoir des appels, des messages. Enfin, c'est difficile à imaginer. J'ai mon téléphone des fois, enfin, c'est la folie. Et puis il faut continuer à travailler au quotidien. Donc mais c'est ça qui aide à garder les pieds sur terre, à garder les idées claires et on se prépare comme il faut. Et puis de toute manière, dimanche, c'est pas prétentieux ce que je vais dire, mais je l'avais dit contre La Rochelle, ben, dimanche, on passe et puis un point c'est tout, c'est comme ça. Dimanche après-midi, FC Occitane face à Merpin, coup d'envoi à 15h. Et lundi, évidemment, dans LFNA TV, on vous proposera un résumé de cette rencontre. Et on espère avoir Thomas au téléphone lundi dans l'émission pour vous féliciter pour cette qualification pour le 7e tour. Merci beaucoup, Thomas. Ben, merci à vous et puis encore merci de tout ce que vous faites pour, par rapport à la Ligue, par rapport à nos clubs qui sont mis en avant. Donc merci à vous. Et donc, le petit poussé de cette Coupe de France qui pourrait retrouver une Ligue 2 au prochain tour, Sochaux, Saint-Étienne, Metz. Et pourquoi pas Bordeaux, le club des Girondins qui a gagné, on le rappelle, 4 fois cette épreuve. On va en parler tout de suite avec tout d'abord l'auteur du livre des 140 ans des Girondins de Bordeaux, notre journaliste de la rédaction Jean-François Pibre. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Benji, bonsoir à tous. Et un grand témoin pour nous accompagner puisque lui, elle a gagné en 86 et 87 sous le maillot des Girondins. C'est Gernot Rohr qui nous fait le plaisir d'être avec nous dans le Nasport Show. Bonsoir Gernot. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Gernot. Jean-François Pipe, qui, on le rappelle, a sorti ce magnifique livre sous les éditions d'ailleurs Naédition. 140 ans d'histoire, Jean-François, et dans cette histoire magnifique du club au scapulaire, il y a 4 Coupes de France. La première, c'est le premier trophée d'ailleurs de l'histoire du club, c'est en 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale, Bordeaux décroche le premier titre de son palmarès. Ouais, complètement, c'est une grande première dans l'histoire des Girondins. Alors comme vous l'avez dit, dans une période un peu compliquée, hein, parce que le football, évidemment, sous le régime de Vichy, ne ressemble pas exactement à ce que l'on connaît aujourd'hui. Puis il y a 3 finales, enfin il y a plusieurs tours, mais à la fin, avec il y a René Galis qui n'est pas là, il faut le préciser, qui était parti à Londres rejoindre les armées du général de Gaulle, hein, la France libre. Donc il n'y a pas le meilleur joueur de l'époque, et malgré tout, donc les Girondins vont marquer l'histoire pendant, on va dire, cette triste histoire de France et d'Europe.
Et on va voir, grâce à notre réalisateur Baptiste Cochelin et notre chef d'édition Clément Darbieux, on va voir les images de la Fédération française de football, puisqu'il y a des images. On va les voir à l'antenne tout de suite avec ce match donc, de Bordeaux en 41, la première victoire dans l'histoire des Girondins de Bordeaux, après évidemment la vitrine du club. C'est bien rempli. On va remonter un petit peu le temps. On va filer en 1986. J'avais 4 ans, Jean-François. 45 ans après donc le premier titre de l'histoire du club, c'est le deuxième sacre en Coupe de France pour les Girondins. Et là, il y avait Guernotte titulaire. Un sacré choc à l'époque, parce que les plus jeunes d'entre nous ne s'en rendent pas compte. Mais Bordeaux-Marseille, à l'époque, c'est vraiment la grande affiche attendue par tout le monde. C'est la grande affiche, Benji, d'autant plus que Bernard Tapie vient juste de prendre en fait les commandes de l'OM. On voit une photo d'ailleurs dans le livre, on voit le président Bess de l'époque qui rentre et Bernard Tapie est de l'autre côté. Et on voit déjà la tension. Bon, évidemment, c'est logique puisqu'on est un soir de finale. Et en plus, les Girondins, pour revenir aux Girondins, ils restent sur 6 échecs en finale depuis leur victoire en 41. Donc il y a beaucoup de pression pour le club qui veut vraiment cette deuxième Coupe de France. Et puis ce duel Tapie-Bess qui va prendre finalement, son démarrage finalement ce soir-là, Guernotte, avec justement comment vous aviez abordé le match, Guernotte, ce jour-là, avec toute cette pression? On a abordé ce match avec quand même une grande détermination, avec aussi un petit sentiment de révolte, puisque la saison en championnat n'était pas extraordinaire. On avait été champion en 84, on était champion en 85, et en 86, c'était pas extraordinaire. Donc, on avait envie de gagner quand même un titre à travers cette Coupe de France, et on était très, très motivés pour y arriver, d'autant plus que, comme vous l'avez dit, ça faisait longtemps que Bordeaux n'avait pas gagné une coupe, voire une finale, puisqu'il y avait eu 6 échecs dans les finales qu'il y avait eu. Et avec Aimé Jacquet, on s'était dit, il faut absolument le faire. On rappelle que c'était à l'époque, Jean-François, au Parc des Princes et non au Stade de France comme maintenant. C'était Joël Quignou, l'arbitre. Je vous donne quand même les buteurs avec Tigana et Giresse du côté des Girondins de Bordeaux. Diallo sur penalty pour Marseille. Et puis peut-être qu'on va raconter un petit peu l'anecdote, c'est qu'il n'y a pas que Guernotte sur le terrain qui représente l'Allemagne. Il y a un compatriote de Guernotte qui a peut-être échappé aux plus jeunes, Jean-François, titulaire en attaque. En pointe, si je ne m'abuse, c'est Dieter Müller. Moi j'ai Reinders. C'est Reinders, évidemment. Reinders, juste avant. Oui, tout à fait, oui. C'était il y a longtemps, Guernotte, mais vous étiez 2 Allemands pour remporter cette Coupe de France. Oui, tout à fait, oui. Uwe Reinders était arrivé justement pour faire le buteur dont on avait besoin. Et avec sa grande masse devant, c'était un autre style évidemment que Dieter Müller, mais il nous avait beaucoup aidé. Et c'est vrai que bon, c'était moins efficace que Dieter Müller, en effet, mais il était quand même bien présent. Et voilà, on a partagé la chambre ensemble, comme chaque fois qu'il y avait un étranger au Girondins. Aimé Jacquet m'a demandé de l'accepter dans notre chambre et puis de lui apprendre un peu le français. Comme j'ai failli être professeur de français, eh bien j'ai pu appliquer un peu ma pédagogie avec les nouveaux joueurs étrangers chaque fois. Gernot Rohr, qui parle d'ailleurs parfaitement français. On a vu les images de la Fédération française de football. Gernot, Jean Tigana, Alain Giresse n'ont pas tant bougé que ça. Finalement, vous faites comme la vigne du côté de Bordeaux. Vous vieillissez bien, Gernot. Jean-François, on va peut-être quand même s'intéresser aux compositions d'équipe parce que franchement, à l'époque, c'était quelque chose. Quand on voit qu'à Bordeaux, l'entraîneur c'est Aimé Jacquet, qu'on voit Dropsy dans les buts, Alain Roche, Baptiston, Gernot Rohr, René Girard, Tigana, Giresse, Bernard Lacombe notamment, et puis qu'à Marseille, Joseph-Antoine Bell, Christophe Galtier, José Anigo, Jackie Bonnevé, on voit Diallo, Audrin, l'entrée du jeune Éric Dimeco. Franchement, du côté de Bordeaux, ça équivaut à un Barça de maintenant ou à un Real Madrid. C'est énorme, là, cette équipe. C'est énormissime. Enfin, on en avait parlé avec Gernot il y a quelques mois, mais c'est une équipe sur le 11 titulaire.
c'est vraiment quelque chose qui fait rêver. Même aujourd'hui, vous en parliez, les jeunes, on peut pas, ceux qui ont 10 ans aujourd'hui ou 20 ans ne se rendent pas compte, évidemment, mais c'est plus qu'une grosse cylindrée. C'est une équipe qui, de toute façon, Benji, souvenez-vous, va marquer quand même toutes les années 80. Alors, bien sûr, il y a des changements. Toutes les années, il y a un ou deux joueurs qui partent et donc un ou deux joueurs qui arrivent. Mais globalement, pendant 10 ans, les Girondins de Bordeaux, c'est le PSG de l'époque. Très clairement. Là, on ne peut pas évoquer aussi la Coupe d'Europe, mais on n'en a pas le temps. Mais le match contre la Juve, etc. Enfin, c'est des grands moments du football français. Et puis en face, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, cet Olympique de Marseille, il est quand même naissant. C'est-à-dire qu'effectivement, on commence à avoir quelques noms qui parlent aux plus jeunes parce que maintenant ils les connaissent, soit ils sont entraîneurs du PSG, soit commentateurs sportifs dans d'autres médias, mais ils sont au début de leur carrière et on est loin d'avoir la grande équipe de Marseille qui va justement succéder aux Girondins de Bordeaux à la fin des années 80, en gros. Est-ce que j'ai bien résumé? Il y a une passation de pouvoir, hein, Gernot, Jeff l'a bien résumé. Ouais. C'est un peu un moment charnière, là, la fin des années 80. C'est Bordeaux le patron qui est en train de passer le pouvoir à son dauphin Marseille, en gros. Ouais. On était au milieu des années 80, le numéro 1 en France, et on a vu arriver Bernard Tapie à Marseille avec cette grande ambition. Et puis, il y a eu cette, on va dire, ce conflit un petit peu, cette rivalité entre Claude Bess et Bernard Tapie qui a alimenté un peu l'actualité presque tous les jours à l'époque. Et cette ambition marseillaise de vouloir devenir numéro 1 n'a pas trop plu évidemment à Claude Bess et à nous tous, les joueurs. Donc on a tout fait pour faire respecter encore la hiérarchie, et en 86, voire même en 87, on y est arrivé, et ce n'est qu'après, comme vous avez dit, que Marseille a pris le dessus. Et on va parler justement de cette victoire en Coupe de France 87, puisque Bordeaux s'offre un doublé historique, victoire en 86 et 87. Et là, la transition faite par Gernot est parfaite, Jean-François, parce qu'il faut absolument raconter les coulisses. C'est-à-dire que 87, notre ami Gigi, Alain Giresse, il est plus dans le même camp, et ça change tout parce que ça amène une ambiance électrique autour de cette rencontre. Le match, déjà en championnat, ça avait été quelque chose d'assez sympathique. Et puis, en effet, ce changement de Giresse qui quitte son club formateur, son club de toujours, soi-disant, qui se retrouve en face. Donc, c'est le bon coup de tapis. C'est le premier vrai coup de Bernard Tapie, finalement, dans le football français, parce que ça paraissait comme ça un peu inimaginable. Donc, en tous les cas, on dit qu'à l'époque, c'est un peu Michel Hidalgo qui aurait un petit peu permis que la transaction se fasse, ancien entraîneur de l'équipe de France, sous l'équipe Platini. Et ce match, il est important pour Giresse, il est important pour Bordeaux. C'est Bordeaux qui va l'emporter finalement, Benji, facilement, 2-0, plus facilement que l'année d'avant. Et puis en plus, Bordeaux va faire le doublé avec le titre. Donc en fait, le départ de Giresse, Bordeaux l'a très bien digéré, puisque les Girondins, la saison d'après, ils ont non seulement repris leur titre de champion, ils ont conservé la Coupe de France, et c'est le seul doublé, me semble-t-il, dans l'histoire du club d'ailleurs. Exactement, doublé historique, les buteurs Farjon et Vujovic, là encore au Parc des Princes. Cette fois, ce n'est pas Joël Quignou, c'est l'un des autres arbitres qui a marqué l'histoire du championnat français, c'est Michel Vautreau qui était au sifflet. Il y avait toujours Dominique Dropsy dans les buts. On va voir avec Gernot, il n'y avait pas Gernot titulaire. En revanche, pour remplacer Alain Giresse, il y avait quand même des petits jeunes là qui ont fait leur apparition avec un talent extraordinaire, parce que là aussi les plus jeunes d'entre nous s'en rendent pas compte, mais José Touré à l'époque c'est un peu Neymar, et puis il y a Jean-Marc Ferreri qui est un super joueur de foot également. Gernot, racontez-nous pourquoi vous n'avez pas joué cette rencontre. Mais cette rencontre était jouée dans une certaine tension. Il y avait cette rivalité entre les Girondins et Marseille qui est devenue de plus en plus, on va dire, importante. Et il y avait eu le match quelques semaines avant. Il y avait eu des petites choses qui ont fait que autour de ce match, il y avait une polémique. J'avais été expulsé, ma seule expulsion d'ailleurs dans un match de football dans toute ma carrière. Et c'était donc aux Girondins, et il y avait eu après des polémiques très importantes. Et Aimé Jacquet m'a expliqué, il m'a dit: tu ne peux pas commencer le match, on va éviter de mettre de l'huile sur le feu. Et j'étais 12e. Vercruis était 13e. On était tous les deux, évidemment, pas titulaires, mais on était aussi bien dans le match que nos coéquipiers. Épreuve de la domination de Bordeaux sur cette finale. Aimé Jacquet n'a même pas été pioché sur le banc de touche. Il y a 0 remplaçant côté bordelais. Il y a 2 remplaçants côté marseillais. Il y a Cuben et Jean Gini qui font
leur entrée. L'entraîneur marseillais, c'était Gérard Banide. Il n'y avait pas Garnot, mais il y avait quand même un compatriote allemand sur la pelouse du côté de Marseille. Et quel joueur, Garnot. Ça a dû faire bizarre là, de retrouver Karl-Heinz Foster en face de soi à l'époque. Ouais, tout à fait. D'autant plus que Karl-Heinz était originaire de la même ville que moi, de Mannheim. Il avait joué au Waldhof Mannheim avant d'aller faire sa grande carrière professionnelle. Et on s'était retrouvés déjà en championnat. On s'était retrouvés. Là, on avait gagné 3-0 quelques semaines avant. Et donc faire la deuxième fois de suite une finale de coupe et en plus contre le même club, je crois que c'est assez rare dans l'histoire de la Coupe de France. Et on était très heureux de pouvoir vaincre 2 fois de suite l'Olympique de Marseille. Et bon, à partir de 87, 88, ça allait un petit peu moins bien par la suite pour les Girondins, puisque les Marseillais ont pris petit à petit le pouvoir. Ils avaient des moyens supérieurs. Et nous, comme vous le savez, on a eu en 90, 91, après cette malheureuse année où le club a dû être rétrogradé pour des raisons financières et ensuite repartir après une remontée en 92, il y a 30 ans tout juste. Ça devrait servir maintenant un petit peu d'exemple à l'équipe actuelle pour faire ça 30 ans après aussi, de revenir de D2 en D1. Garnaud, une petite question. Quand on gagne un championnat, effectivement, c'est une joie, c'est un marathon, hein, le championnat. Mais quand on gagne une finale de coupe, quel est le sentiment le soir même? Ouais, c'est vraiment quelque chose d'exaltant parce que tu es incertain de savoir ce qui se passe évidemment dans un match. Autant dans un championnat, petit à petit, on y croit, c'est construit, c'est régulier, c'est attendu peut-être. Alors que là, en coupe, tout se joue sur 90 ou 120 minutes. En 86, ça a duré 120 minutes, avec un but pour nous à la 120e contre Joseph-Antoine Bell, c'est Gigi qui avait marqué. Et puis en 87, Gigi était en face. Et voilà, tout ça, ça a ajouté un peu au piment qu'il y avait déjà dans cette rencontre. Et le souvenir qu'on a, c'est que voilà, on a vaincu une deuxième fois de suite contre le même adversaire qui voulait prendre notre place dans la hiérarchie du football français, avec évidemment ce côté électrique qui entoure une finale de coupe. Le président de la République est là. C'est spécial, c'est très exaltant, alors que le championnat, c'est quelque chose sur une longue durée, sur 1 an de championnat, et c'est quand même autre chose. Et voilà, bon, sportivement, évidemment, le titre de champion vaut plus que le titre d'une coupe, mais je dirais mentalement, émotionnellement parlant, la Coupe de France, ça vaut au moins autant qu'un titre de champion. Et on a vu les images de la Fédération française de football. Gernot Rohr parlait du président. Sur les images de 87, on revoit à l'instant, grâce à la réalisation de Baptiste Cochelin, il y a le président François Mitterrand et il y a le futur président. Il y a le maire de Paris de l'époque, vu que c'était au Parc des Princes. Il y a Jacques Chirac qui est là également avec les longs manteaux de l'époque. Question importante, Gernot, parce que souvent les grands joueurs disent que quand on ne joue pas la finale, on n'a pas gagné le trophée. Vous considérez que vous avez fait le doublé et que 87 c'est dans la poche, ou vous êtes comme des Cristiano Ronaldo, des Anelka ou autres sportifs qui considèrent que n'ayant pas participé à la finale, ils ne sont pas champions? Ah, mais j'avais fait tous les matchs avant, hein. Il n'y a pas que la finale. Il y avait... et je pense qu'il y avait à l'époque des matchs aller-retour, même en coupe. Alors il y avait un paquet de matchs. Et j'avais pratiquement fait tous les matchs. Si je n'ai pas joué, c'était pour des raisons diplomatiques, on va dire, ou politiques. D'ailleurs, il y avait aussi, il ne faut pas l'oublier, Chaban-Delmas, qu'on a vu embrasser nos joueurs et qui est venu nous soutenir. Jacques Chaban-Delmas, qui était formidable, et qui venait à chaque match quand il était à Bordeaux. Et c'était vraiment extraordinaire. Il nous disait toujours, quand il venait dans le vestiaire, « Quel vénard vous êtes! Vous êtes jeune, vous êtes beau, vous êtes riche, faites-vous plaisir. » Je me souviens toujours de cette petite phrase qu'il nous avait lancée avant un match.
pour enlever un petit peu cette pression qu'il y avait, cette nervosité, ce stress. Il était extraordinaire et on l'a fait aussi pour lui. Et vraiment, bon, cette année de doublé 87 était une année fantastique. On a fait aussi la demi-finale de la Coupe d'Europe la même année. Donc c'était, je crois, l'année la plus riche sportivement dans l'histoire des Girondins de Bordeaux. Alors justement, quand on est jeune, beau et riche, qu'il y a des loustiques comme Jean Tigana ou José Touré, ça se passe comment la nuit dans la capitale là? Parce que quand on est bordelais à l'époque, on monte à Paris, on bat Marseille, Garnotte, je suppose que derrière, avec les loustiques, ça a dû bien fêter. Ça a bien fêté. On était jeunes, beaux et riches, mais moins riches que ceux d'aujourd'hui, hein, quand même. C'était pas C'est sûr. comparable. On est arrivé un petit peu trop tôt pour ça. Mais on a surtout ces magnifiques souvenirs. On a passé la nuit après dans un cabaret parisien. Vous devinerez lequel. Hein. C'était d'usage à l'époque de fêter ça dans ce cabaret parisien avec des magnums de champagne, avec beaucoup d'amis aussi, de familles qui nous ont rejoints. J'avais ma femme avec mon fils qui avait 1 an qui était là. Et c'était des grands moments. Hein. Donc voilà, la coupe, c'est exaltant, c'est très spécial, surtout la Coupe de France. La Coupe d'Allemagne, un peu moins, parce que j'ai fait aussi la Coupe d'Allemagne avec le Bayern, mais ça a moins d'impact que la Coupe de France, où a participé déjà mon grand-oncle Ossi Rohr, qui était le premier professionnel de l'histoire du foot allemand, en rejoignant le Racing Club de Strasbourg dans les années 30, en fuyant le régime nazi et en faisant la finale contre Sochaux en 1937. Donc j'avais déjà vu les images de cette finale où il avait marqué un but d'ailleurs, 1-0, mais finalement ils ont perdu 2-1. C'est Sochaux qui l'avait gagné. Donc dans notre famille, dans la famille Rohr, on avait déjà une idée de ce que pouvait représenter la Coupe de France. Et c'est une histoire d'amour qui a perduré. Superbe anecdote de Gernot Rohr. Gernot, avant de vous laisser, on voulait quand même savoir avec Jean-François, et puis les téléspectateurs veulent savoir, Gernot Rohr en 2022, il est où? Quels sont les projets? Alors, Gernot, il est à la maison, c'est-à-dire à l'Esch-Cap-Ferré, avec sa famille, avec ses 2 enfants, qui ont encore 10 et 12 ans, beaucoup à apprendre, aussi dans le football. Ma fille joue aussi très très bien d'ailleurs avec les moins de 15 déjà à l'US Lèche-Cap-Ferré, qui est un très bon club. Donc je m'occupe de mes enfants. Mon fils Johan a 10 ans. Ils font de la musique, ils font du foot. Ils essaient de bien apprendre l'allemand aussi. Donc je me sens plus utile maintenant avec mes enfants qu'avant même. Est-ce que vous allez être, Gernot, du coup, à fond derrière l'US Lèche-Cap-Ferré, puisque Lèche-Cap-Ferré est engagé dans le 6e tour de Coupe de France. Ça sera face à Chauvigny samedi, club de National 3. Vous êtes supporter, du coup, de l'US Lèche-Cap-Ferré, Gernot, dans la famille? Bien sûr que je suis supporter de l'Esch-Cap-Ferré. On a un président, c'est un ami, c'est Bernard Martin du Cap-Ferré, qui est un ancien joueur et qui fait un super travail. Ils ont une académie vraiment de grande qualité. Il y a eu des joueurs qui sont sortis d'ailleurs, qui sont devenus professionnels. Et ils jouent aussi contre la réserve des Girondins. Ils sont dans la même poule en National 2 et je pense qu'ils vont faire encore une bonne saison. Je vais les soutenir et j'espère qu'ils ne vont pas tomber après contre les Girondins, mais qu'ils se retrouveront par exemple en finale de la Coupe de France à Paris. C'est tout ce qu'on leur souhaite, et en tout cas, on vous remercie énormément, Gernot, d'avoir pris un petit peu de temps pour intervenir dans le Nasport Show. Merci, Gernot. Avec plaisir. Bonne soirée à vous. Gernot Rohr n'était plus là en 2013 du côté des Girondins de Bordeaux, mais on va évoquer quand même la 4e et dernière victoire en Coupe de France du club au Scapulaire. Ça se passe le 31 mai 2013, cette fois au Stade de France, Jeff. Ouais, c'est la première fois, une victoire 3-2 dans la difficulté face à Evian Thonon-Gaillard, qui à l'époque était entraîné par un certain Pascal Duprat, on peut le préciser pour la petite histoire. Et un match un peu compliqué, 3-2, donc des buts et une victoire vraiment dans les tout derniers instants, un but de Diabaté à la 89e, si je me souviens bien. Et un titre pour Francis Gillot et une victoire qui vient un petit peu masquer une saison qui n'avait pas été, on va dire, très florissante du côté du championnat.
Pourtant, il y avait des bons joueurs. Oui. On pense à Cédric Carasso qui était avec nous récemment du côté du tirage au sort de la Coupe de France. On pense aux Brésiliens, Enrique, Mariano, Ludovic Sané, Tremoulinas qui ensuite a fait une belle carrière. Il y avait Ludo Obraniak également. Et puis, parmi les buteurs, tu l'as dit, un doublé de Cheikh Diabaté et puis un but d'un homme dont on va parler dans un instant parce qu'il est en train de retrouver son niveau du côté du Pau FC. C'est Henri Cévé qui avait marqué pour Bordeaux. Qui avait effectivement marqué, en effet, voilà, qui est à 4 buts cette année en Ligue 2, dont 2 coups francs contre l'AS Saint-Etienne, si je me souviens bien. Il apporte énormément à cette équipe du Pau FC. Et donc, c'est la 4e et dernière victoire. 2013, scénario de dingue. Jean-François l'a dit. 3-2 face à Evian Tonon-Gaillard. Les buteurs Diabaté, CV et le doublé de Cheikh Diabaté contre des buts de Yannick Sagbo et de Franck Djadjedje pour l'Evian Tonon-Gaillard. Tout de suite, on passe à la Ligue 2. Et je garde donc avec moi Jean-François Pibre, puisqu'on va continuer d'évoquer la situation des Girondins de Bordeaux avec cette fois la Ligue 2, la 12e journée. Bordeaux qui va se déplacer lundi en match décalé à 20h45 du côté de Bastia. Ça va être un déplacement compliqué, même si tout va bien du côté de Bordeaux. Là, c'est tout autre chose. C'est une affiche qui sent bon la Ligue 1. Et puis, aller à Bastia, c'est jamais évident. C'est ce que j'allais vous dire, Benji. C'est-à-dire que voyager en Corse, c'est jamais facile. Pour les vacances, c'est parfait. Quand on y va, effectivement, par contre, pour aller à Furiani, c'est une autre histoire. Et puis, depuis tout temps, hein, on peut se rappeler des Verts de 70, de Marseille des années 80-90. Quand on va là-bas, c'est toujours très compliqué. Il y a un contexte particulier, et tant mieux, parce que du coup, pour les Girondins, ça va être un vrai test. Parce que pour moi, le vrai test à l'extérieur a été quand même le déplacement à Geoffroy Guichard il y a quelques semaines, perdu sur les 2 défaites. C'est l'une des défaites des Girondins, dans un stade qui était vide, en plus, à huis clos, à Geoffroy. Là, Furiani ne sera pas à huis clos, et effectivement, c'est un excellent test, même si les Bordelais restent sur 3 victoires consécutives et que ça semble planer pour eux. Justement, il faudra confirmer lundi soir. Et ça risque d'être totalement l'inverse que Geoffroy Guichard, puisque là, ça va être plein à craquer avec une ambiance de feu. Et je vous donne une déclaration de Miguel Alfarella, qui est l'une des révélations du côté de Bastien. Il a déjà été décisif 6 fois depuis le début de la saison. Il a marqué 2 buts et délivré 4 passes décisives. Il a déclaré en conf de presse d'avant-match: c'est le match de la saison pour nous. Bordeaux était encore en Ligue 1 la saison dernière. C'est un gros club avec une vraie histoire. S'il y a un moment où il faut sortir un gros match, c'est contre eux. En plus, on va fêter les 90 ans du stade Armand Césari. Il y aura un maillot spécial, des animations. Ça va être un événement spécial et il faut que la fête se termine avec les 3 points. On le sait, hein, c'est un petit peu un classique dans le football. Quand il y a un stade qui fait la fête comme ça, si ça tourne bien dès le début en faveur de Bastia, ça va être très tendu pour les Girondins. Ouais, c'est ce qu'on disait, Benji. Je pense qu'il va falloir être très costaud dès le début. C'est-à-dire, effectivement, il ne faut pas laisser les Corses on va dire, prendre la direction des opérations tout de suite. Et ça va être difficile. Parce que quand on fête un anniversaire, en général, on a envie de se faire plaisir, puis de faire plaisir à son public, ce qui est légitime. Donc, ouais, pour la formation bordelaise, on peut le redire et le redire, mais ouais, très compliqué. Donc, vrai test, ouais. Vraiment, j'insiste, vrai test. Et ça sera lundi à 20h45. On en reparlera bien évidemment dans le Nasport Show. Lundi soir, il y aura 2 autres rencontres qui intéressent les clubs de Nouvelle-Aquitaine dans cette 12e journée de Ligue 2 avec le déplacement de Pau sur la pelouse d'Annecy. Ça, c'est demain à 19h. Pau, ça va quand même beaucoup mieux. Il y a une seule défaite sur les 6 derniers matchs pour les hommes d'un ancien Girondin que tu connais un petit peu, Jean-François, Didier Tolo. Didier Tolo. Ouais, effectivement, ça va beaucoup mieux. Un début de saison très compliqué, avec quasiment pas une victoire. Et puis depuis fin août, effectivement, il y a une vraie dynamique qui s'est instaurée dans cette équipe. Et même si, bon, samedi dernier, 2 partout contre Rodez, dommage, parce que contre Rodez, ça aurait été bien de prendre les 3 points à un club qui lutte justement, un même nombre de points au classement avec 11 points. Donc, mais bon, joli match quand même. Et on sent quand même que du côté de Pau, on est en train de prendre la mesure du niveau de la Ligue 2. Et c'est peut-être ça le plus important. Avec l'apport d'Henri Cévé, on le disait tout à l'heure, qui fait du bien. Et puis Quang An Nguyen, le Vietnamien, le Léo Messi vietnamien, comme on l'appelle du côté du Vietnam, qui nous met des jolis buts et qui est loin d'être maladroit techniquement. Le 3e club de la région engagé, je le disais, c'est Niort. Niort qui va recevoir Grenoble. Là, c'est victoire impérative ou presque à 19h parce qu'on sent pas du tout l'effet psychologique lié à l'arrivée de Rui Almeida. Niort, c'est 7 matchs consécutifs sans victoire. C'est un petit peu la courbe inverse
l'inverse avec Pau. C'est-à-dire qu'ils avaient plutôt bien commencé. Et puis effectivement, depuis le 20 août, en fait, il n'y a pas eu de victoire. Donc en effet, comme tu disais, à un moment donné, il va falloir se réveiller. Contre Grenoble, gros test aussi, parce que les Grenoblois sont sur une belle série d'invincibilité. Mais pas le choix. Pas le choix. C'est-à-dire qu'effectivement, cette formation niortaise, il faut qu'elle prenne les 3 points. C'est impératif. Et contre une bonne équipe iséroise, ça va être intéressant de voir comment ça va se passer. Et on vous fera le débrief et on vous donnera les résultats de ces 3 rencontres de la 12e journée de Ligue 2. Lundi, ne manquez pas le rendez-vous LFNA TV. Comme d'habitude en début de soirée pour tout savoir du foot néo-aquitain, qu'il soit amateur ou professionnel. On a terminé avec la Ligue 2. Dans un instant, ça va être le rugby, puisque nous sommes ensemble jusqu'à 22h dans le Nasport Show. Et je ne vais pas quitter le prénom Jean-François, puisqu'on va passer de Jean-François Pibre à Jean-François Fontenot, le président du SUAGEN, qui va être avec nous dans un instant. Merci beaucoup, Jeff. Je de ma place. Merci, Benji. Le Nasport Show revient dans un instant. Après le football, on va parler rugby. Je le disais, on va recevoir le président d'Agen, Jean-François Fontenot. On va également parler basket avec la nouvelle directrice générale de l'élan béarnais, Audrey Sauré, nous fera le plaisir d'intervenir dans le Nasport Show. Et puis, on vous donnera l'agenda du week-end pour savoir à quelle heure sont les matchs de toutes les disciplines en Nouvelle-Aquitaine. Bref, restez avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h dans le Nasport Show. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. Samedi à 17h45 sur NATV, vivez le 6e tour de la Coupe de France avec Libourne face au Stade Poitvin. Quelle équipe se qualifiera pour le 7e tour? Jusqu'où iront les Girondins après leur parcours l'année dernière qui s'est arrêté face à Toulouse? Poitiers pourra-t-il rééditer sa performance la saison passée jusqu'en 32e de finale? Réponse samedi sur NATV à 17h45. La Coupe de France sur NATV, c'est avec le groupe Madi et Boucherie du Sud-Ouest, 4 magasins en Gironde. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. De retour dans le Nasport Show, nous sommes ensemble comme tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 22h sur NATV pour évoquer toute l'actualité sportive des clubs de la région Nouvelle-Aquitaine. Et après le football, place au rugby. Et l'actualité du rugby ce week-end, c'est évidemment le top 14 avec la 7e journée. Je vous donne les affiches du week-end avec à 15h Bordeaux face à Lyon, toujours à 15h Brive contre Toulouse, à 17h 2 matchs qui concernent les clubs de Nouvelle-Aquitaine avec Castres, Bayonne et Pau, Stade Français. Samedi soir 21h05, l'Union Bordeaux-Bègles va accueillir le Racing 92 et puis à 21h05, mais cette fois dimanche soir, le choc entre La Rochelle et Toulon. Pas mal de retrouvailles du côté de Flandre avec notamment Yaya West, Mathieu Tanguy ou encore Jérémy Saint-Zel. La Pro D2 également au programme du week-end. Hier soir, lors de la 7e journée, Rouen a battu Mont-de-Marsan au Petit Quevilly
en ouverture de cette 7e journée. Le score final 28-23 pour Rouen contre le Stade Montois qui a marqué 2 essais, l'un de pénalité, l'autre marqué par Sayers. Et en clôture de cette 7e journée de Pro D2, il y aura là aussi un choc emblématique avec Biarritz face à Agen. Ce sera dans quelques instants à 21h précisément. Et juste avant la rencontre, on a le grand bonheur et le grand plaisir d'accueillir dans le Nasport Show le président du SUA Agen, Jean-François Fontenot. Bonsoir président. Bonsoir messieurs, bonsoir à vous tous. Merci de nous avoir accordé cet entretien à quelques minutes maintenant du match face à Biarritz. On le rappelle, 7e journée de Pro D2. Président, vous aviez déclaré récemment le déclic viendra par la victoire à Armandie. Vous avez été entendu. Oui, effectivement, c'était une belle journée qui était donc évidemment une journée inaugurale pour notre stade et évidemment le stade était à guichet fermé, pratiquement 11 000 personnes. C'était vraiment un magnifique événement et je crois que bon, évidemment l'équipe a répondu présent. Il le fallait bien sûr puisqu'on avait, comme vous le savez, eu un petit peu de mal sur nos terres et effectivement on avait quand même plutôt visé en début de saison de rester très solide sur nos bases à Genèse. Mais bon, voilà, c'est chose faite. Et ça nous permet de repartir dans de meilleures conditions. C'est une fierté, président Fontenot, ce nouvel écrin qui est de la vie générale magnifique. Ça permet de mieux travailler pour les joueurs, pour le staff, d'avoir ce stade qui maintenant fait vraiment envie à tout le monde. Oui, je pense que c'était indispensable. De toute façon, s'agissant de la tribune Ferras, l'iconique tribune Ferras, elle était obsolète. Nous étions dans une situation d'urgence. Alors évidemment, grâce au soutien des institutionnels et puis de la mairie d'Agen et de son maire qui était à mes côtés durant la période compliquée d'ailleurs que nous avons traversée, que ce soit sur le plan sportif ou de façon générale, comme vous le savez, on a pu élever vraiment le niveau et proposer donc aujourd'hui un équipement vraiment de très haut de gamme et qui va nous permettre surtout, au-delà des rencontres rugbystiques, de pouvoir proposer d'autres types de rencontres sportives, mais aussi des événements éventuellement culturels, musicaux et bien sûr des choses plus classiques telles que des séminaires et des événements d'entreprise. Donc vraiment, on est très heureux et très fiers de ce stade et en particulier aussi de ce qui avait été fait juste précédemment, l'équipement de haut niveau qui était évidemment très important pour donner une belle visibilité à notre club. Et vous l'avez dit, l'inauguration a été parfaite en tout point avec la victoire face à Aurillac. C'était aussi important, président, parce que vous aviez réalisé de très belles prestations à l'extérieur. Comment on explique ça justement, cette capacité d'Agen depuis le début de saison à bien voyager ? Je pense que le travail du staff et de Bernard Gouta en particulier a consisté aussi à faire certaines choses et avoir un peu d'efficacité à l'extérieur. Je pense que mettre en place une équipe, c'est un peu long. Donc, quand il faut proposer le jeu, c'est toujours un peu plus compliqué. Et donc, finalement, à l'extérieur, les choses se sont plutôt bien passées avec 2 victoires, comme vous le savez, une défaite d'1 point à Montauban qui aurait dû se transformer par une victoire. Mais bon, on ne va pas revenir sur des moments sportifs un peu douloureux. Et ensuite, c'est vrai que chez nous, ça a été plus difficile. Alors peut-être un peu de pression. Ce premier match aussi raté contre Grenoble, des matchs qui ont été très serrés. On se rend compte que ça tient à pas grand-chose. Donc tout ça, évidemment, est à prendre en compte. Et la Pro D2 est de plus en plus serrée, comme vous le savez. Donc on s'est libéré à la maison, on va dire, chez nous. Il faut qu'on continue à être efficace à l'extérieur. Justement, vous le disiez à l'instant, j'allais vous poser la question. C'est un championnat presque illisible pour nous, journalistes et observateurs, tellement c'est resserré. C'est un championnat qui est très dur. On sait qu'avec Bernard Gouta, vous êtes 2 personnes très ambitieuses. C'est quoi l'objectif, président Fontenot, cette saison ? Alors, l'objectif, qui est un objectif évidemment partagé aussi par les joueurs, parce que c'est important de faire en sorte qu'évidemment l'équipe soit responsabilisée, impliquée, c'est bien sûr d'essayer de se qualifier. Alors ça sera peut-être difficile parce que bon, on vient de le
le dire et vous venez de le dire, c'est un championnat qui est compliqué. On voit des équipes qui sont surprenantes, qui se structurent, que ça soit par exemple Rouen qui a battu hier soir Mont-de-Marsan, comme vous avez pu le suivre ou le constater. Donc on sent bien que tout ça est compliqué et ça se joue à pas grand-chose. Donc il faudra être constant toute la saison. D'ailleurs, bon, on a un effectif qui est assez riche avec une profondeur de banc, donc on verra bien si effectivement on est en capacité donc sur la saison à pouvoir accrocher ce top 6. À titre personnel, président Fontenot, c'est peut-être aussi de retrouver un peu de sérénité parce que vous n'avez pas été épargné souvent à tort, que ce soit par les supporters, par les gens d'Agen et l'agglomération. Je suppose qu'un petit peu de sérénité et un peu de retour à la normale, ça vous ferait le plus grand bien. Oui, c'est vrai, ça a été dur. Ça a été dur, bien sûr, pour les joueurs. Ça a été dur pour le staff ou les staffs successifs, bien sûr. Ça a été dur, bien sûr, à titre personnel, parce que au bout d'un certain temps, on considère que finalement, c'est le président qui est sur le terrain. Donc, bien sûr, on est montré du doigt. Bon, certains supporters ne sont pas conscients du travail qui est fait, de l'investissement financier, du fait qu'on ne peut pas changer les choses aussi facilement, y compris du président quand il a engagé le club et il est l'actionnaire majoritaire du club. Donc, c'est des choses qui sont quelquefois pas faciles à comprendre pour des supporters qui sont là pour évidemment prendre du plaisir. Et c'est vrai qu'effectivement, on a vécu une période difficile qui a été anxiogène dans une ville et un département qui est très sensible à notre sport et qui ne prend pas toujours conscience, quelquefois, pour certaines personnes, je dirais des enjeux financiers et des besoins qu'il faut avoir pour pouvoir, et des moyens pour pouvoir évidemment exister au plus haut niveau. Aujourd'hui, on est doté à la fois d'une équipe, à la fois d'un stade, et donc on est, me semble-t-il, installé en Pro D2 de façon, j'espère, solide pour pouvoir donc jouer, pourquoi pas, prochainement les premiers rôles. Nous le verrons très très vite. Récemment, vous aviez déclaré que vous aviez fait des erreurs, vous le reconnaissiez, mais que désormais, vous allez arrêter de vous faire imposer des choix par le côté un petit peu populaire, parce qu'Agen est un club très populaire et tout le monde est sélectionneur, tout le monde est entraîneur, tout le monde est joueur dans la région d'Agen. C'est ça votre principale erreur, président Fontenot, si on doit faire un premier bilan, c'est d'avoir trop écouté les autres et pas vous être écouté vous-même? Oui, je crois que quelque part, bien sûr, on a envie de faire partager certaines décisions au plus grand nombre. Et c'est vrai que s'agissant de l'organisation précédente, elle était plébiscitée par un peu par la Vox Populi, par le tissu agenais, donc par évidemment tout un tas de gens qui sont très attachés à ce club. Donc d'une certaine façon, effectivement, ça a sûrement orienté ma position. Et à ce titre, je pense que quand on ne sent pas certaines choses, il ne faut pas les faire. Donc voilà, donc effectivement, c'est une erreur et on l'a payé cash. Enfin, donc ça a été difficile, mais bon, je l'ai assumé. Et donc, comme je le disais, comme vous le rappeliez, je pense qu'il faut à un certain moment prendre des décisions en son âme et conscience avec, bien sûr, des gens qui sont autour de moi, mon conseil d'administration, et des gens qui évidemment ont aussi donc leur vision et avec lesquels j'échange beaucoup. On voit un lion derrière vous. Dernière question, président, le SUAGEN va continuer de rugir à l'avenir. Oui, c'est vraiment la volonté. On le verra ce soir avec une équipe qui est largement remaniée, comme vous avez pu le constater, mais c'est aussi l'objectif de Bernard et le mien d'impliquer un maximum de joueurs dans cette aventure, comme la saison, et on le sait, sera très longue. Donc on a besoin vraiment de faire en sorte que cet effectif puisse aussi, bien sûr, jouer des matchs importants. Tous les matchs vont l'être, mais effectivement, vous l'avez constaté, nous avons 2 déplacements qui vont être évidemment très compliqués, à la fois chez nos amis biarros, une équipe quand même qui, bien sûr, l'a prouvé et le prouve, est d'une grande efficacité, encore des restes de top 14, et on connaît donc effectivement l'opportunité des équipes qui ont évolué en top 14. Ils l'ont prouvé contre Montauban récemment, et puis la semaine suivante contre Mont-de-Marsan.
qui reste un gros derby, comme vous le savez, avec quelques belles animosités s'agissant de ces deux clubs. En tout cas, on vous souhaite la meilleure saison possible et un retour au premier plan du Suagen. Merci beaucoup, Président, de nous avoir accordé ces quelques minutes dans le Nasport Show. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir. Petite info concernant le rugby amateur, pas mal de problématiques liées ce week-end à la pénurie de carburant, puisqu'on apprend que le club de Paumas, qui devait en rugby à 13 se rendre sur la pelouse de l'Aréole en Gironde, a dû annuler son déplacement en raison de la pénurie de carburant, un problème qui pourrait toucher de nombreux clubs de région Nouvelle-Aquitaine. Évidemment, on pense à tous ces clubs qui sont ennuyés par la pénurie d'essence. Dans un instant, le basket avec une invitée dans le Nasport Show. C'est Audrey Sauret, la directrice générale de l'Élan Béarnais. Et puis on vous donnera évidemment pour conclure l'agenda du week-end pour tout savoir sur les clubs de Nouvelle-Aquitaine. Le Nasport Show, ça continue. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. Dimanche à 14h45 sur NATV, vivez le 6e tour de la Coupe de France avec le FCE Mérignac-Carlac face à l'ES Guérétoise. Quelle équipe continuera sa route pour le 7e tour? Mérignac-Carlac, club de Régional 1, accueille l'Entente sportive guérétoise promue en National 3. La surprise est-elle possible pour Mérignac? Guéret va-t-il se qualifier au 7e tour comme la saison passée? Réponse dimanche sur NATV à 14h45. La Coupe de France sur NATV, c'est avec le groupe Madi et Boucherie du Sud-Ouest, 4 magasins en Gironde. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30.
Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité De Nouvelle-Aquitaine en temps réel. sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. L'actu, c'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. De retour dans le Nasport Show comme tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à 22h pour évoquer toute l'actualité sportive de Nouvelle-Aquitaine. On file désormais sur les parquets, c'est le moment de parler basket. Et nous sommes ravis dans le Nasport Show d'accueillir la directrice générale de l'élan béarnais, c'est Audrey Sauré qui est avec nous. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du Nasport Show. Audrey, on va déjà raconter un petit peu. Vous êtes arrivée cet été en tant que directrice générale. Racontez-nous un peu la prise de fonction parce qu'on suppose que ça n'a pas dû être évident tous les jours. Vous êtes entrée directement dans le bain. C'est vrai qu'on est vite dans le vif du sujet. C'est un petit peu compliqué quand on arrive, quel que soit le contexte, sur un début de saison, parce que réellement, l'arrivée sur Pau, elle s'est faite début septembre, donc en plein lancement de la saison. Et puis, bien évidemment, encore un petit peu plus compliqué avec tout le contexte qu'on connaît de la saga de notre été. Et malgré cette saga estivale, entre guillemets, on vous voit très souvent avec le sourire, très souvent à l'aise également devant les caméras. Sans faire de mauvais jeu de mots, on a l'impression que vous êtes bien dans vos baskets, Audrey. Oui, si j'ai accepté le projet, c'est parce que j'en connaissais la difficulté, mais aussi parce que j'y crois, parce que je suis ravie de relever ce challenge. Et ça me tient à cœur aussi d'essayer justement de mener à bout tous nos objectifs, et notamment l'objectif de rester vivant et d'épurer cette dette, et puis de relancer ce grand club sur une nouvelle dynamique sportive et extra-sportive. Donc je suis venue avec justement peut-être un petit peu plus de fraîcheur que ceux qui sont là depuis un certain temps. Donc je crois que c'est important de garder cet optimisme et cette bonne humeur pour pouvoir bien travailler. Parmi les problématiques que vous avez eu à gérer, Audrey, il y a le recrutement. Évidemment, vous avez déclaré récemment à propos du refus de la Ligue d'autoriser l'engagement d'un joueur supplémentaire. On ne veut pas aller taper à la porte de la Ligue toutes les semaines, mais seulement quand on est prêt avec un dossier sérieux. C'est ça votre priorité, c'est d'avoir le dossier le plus complet et sérieux possible ? Oui, aujourd'hui, que ce soit vis-à-vis de nos créanciers, de nos partenaires qui se sont réengagés avec nous, que ce soit vis-à-vis de nos joueurs, c'est pas de ruminer et puis d'essayer d'aller faire la mendicité toutes les semaines, c'est de montrer qu'on travaille, c'est de montrer qu'on peut apporter des justificatifs réels et je dirais des preuves concrètes à notre dossier pour montrer qu'on a fait le nécessaire depuis qu'on est arrivé, que les choses elles sont en train de se mettre en place, bien en place, et que de pas créer de la crainte ou en tous les cas beaucoup plus d'incertitude que d'avoir les réponses que l'on recherche de renfort en allant solliciter sans arrêt un petit peu en situation d'urgence la LNB et d'ailleurs c'est pas la LNB, c'est la DNCCG parce que c'est pas les compétences directes de la Ligue, c'est le conseil de gestion. Donc voilà, c'est des dossiers qui sont sérieux et on doit montrer aussi qu'on a cette rigueur en interne. Et vous avez montré également que vous avez cette rigueur sur le plan sportif parce que le début de saison, malgré cet été agité et des circonstances pas faciles pour le staff et pour les joueurs, le début de saison est plutôt bon, Audrey, avec 2 victoires en 4 matchs de Betclic Elite. Ça, je suppose que ça vous donne aussi le sourire de voir que ça suit parce que c'était pas gagné.
Ouais, c'est vrai parce que, on sait très bien que le terrain, c'est notre produit. C'est ce qui, aussi anime et rythme notre quotidien. Donc, c'est assez important que de voir, au-delà de la victoire, de voir aussi le comportement de cette équipe et le comportement des joueurs et je crois qu'on est tous dans la même lignée. Les joueurs qui sont venus ou qui sont restés dans cet effectif, sont venus pour se battre pour les couleurs blanches et vertes et pour représenter l'image de l'élan béarnais. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a produit sur le terrain. Et c'est vrai qu'à domicile, ça nous a plutôt réussi parce qu'on a réussi à peut-être démultiplier ses forces. On a été un petit peu en souffrance à l'extérieur et puis on a tout de suite été mis en difficulté avec l'arrêt de Gareth Sim la semaine dernière, avec une grosse incertitude sur Vitaly Chikoko pour le match de demain. Donc on sait que dès qu'on va avoir un petit grain de sable, ça va être compliqué, mais comme je le disais hier, il faut être conquérant. En fait, notre contexte, on le connaît, donc on sait qu'on va pas le faire évoluer du jour au lendemain, mais par contre, il faut être conquérant, faut avoir envie d'avancer. Et une fois qu'on a cette volonté, on est capable de produire des bonnes choses. Il va falloir être conquérant dès demain, effectivement, du côté de Nancy. Audrey, parce que ça va être un match au couteau. Hein. Nancy a un peu raté son début de saison. Ils vous attendent avec les dents qui rayent le parquet. Oui, c'est vrai. Et puis Nancy à domicile, que ce soit en Pro B ou en Betclic Elite, c'est une très belle salle. C'est une salle qui pousse. C'est un club qui est très ambitieux, qui a mis du temps à retrouver l'élite. Donc c'est un club qui a envie de faire quelque chose de vraiment bien cette année, qui a construit son effectif avec une très grande intelligence en s'appuyant sur de l'existant, mais aussi en renforçant pour être au niveau et loin d'être à un niveau qu'on considère promu ou de se dire on va jouer Nancy, c'est le club qui monte de Pro B et puis ça va être facile. Ça sera pas facile, mais il faut aussi qu'on y aille avec un club qui a de l'expérience, qui sait gérer ses événements, gérer ses émotions. Comme je le disais, si l'absence de Vitalis se confirmait, on sait que ce serait un vrai handicap, mais un animal blessé, normalement, ça doit réagir fortement et avec orgueil. Donc, il faut vraiment qu'on aille à Nancy pour essayer de faire un résultat. Attention au chardon lorrain qui s'y frotte, s'y pique, généralement la devise de la ville de Nancy. Il faudra changer de couleur, Audrey, d'ailleurs, là, rassurez-moi, demain, vous n'êtes pas Ouais, c'est en pour ça, rouge. c'est aujourd'hui. Demain, je serai en vert, vous inquiétez pas, je me trompe pas. Et pourquoi pas en rose, puisque j'ai vu, racontez-nous un petit peu, Audrey, j'ai vu une superbe opération dans le cadre d'Octobre Rose lancée par vos troupes à l'élan béarnais avec un maillot spécial pour les supporters. C'est une super initiative, vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, on a mis en place cette opération avec le partenariat de notre équipementier et puis Intersport, donc Hummel et Intersport. C'est pour représenter l'association Muralut, ce qui est contre la lutte pour le cancer du sein. Et l'idée, c'était de le faire un petit peu différemment des autres années. C'est vrai que souvent, on le raccroche à la billetterie, mais c'était vraiment d'expliquer et puis de communiquer aussi autour de cette opération à travers un sponsoring participatif qui est ouvert à toute société, hein, qu'elle soit paloise ou pas d'ailleurs, et où on a laissé l'opportunité de venir apposer en fait pour le jeu concours et le tirage au sort qui aura lieu lundi soir, en fait sur un droit d'entrée de participer et d'éventuellement d'avoir sa société sur le dos du maillot qui sera effectivement un maillot, une série spéciale pour cet Octobre Rose. Donc c'était important, c'est important d'être présent aussi sur ces sujets, c'est des sujets qui nous tiennent à cœur. On sait que le sport et les clubs professionnels sont vecteurs et doivent aussi avoir de l'exemplarité sur tous ces sujets. Donc c'était important pour nous qu'on mène à bien cette opération. Et si vous êtes supporter ou supportrice de l'élan béarnais, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux du club ou sur le site. Tout est indiqué et c'est une super initiative dont on voulait parler dans le NAS Sport Show. À titre personnel, présidente, vous êtes depuis votre reconversion, ça fait maintenant 7 ans dans un milieu d'hommes et vous grimpez les échelons chaque année puisque vous êtes désormais en Betclic Elite. En 2022, c'est encore facile, Audrey, d'être une femme dans ce milieu un peu macho? Non. Alors, premièrement, je suis pas présidente, je suis directrice générale. Oui, et directrice c'est important. générale, pardon. Et deuxièmement, non, c'est vrai que c'est aussi un combat. C'est un combat de faire accepter qu'il y ait une femme dans le monde du sport avec des responsabilités. Comme je l'ai déjà dit, je pense qu'aujourd'hui, ma carrière me permet d'avoir une certaine légitimité par rapport au sport que je représente.
Maintenant, j'ai fait aussi le nécessaire pour devenir une grande dirigeante et c'est ce que j'essaye de faire par mon expérience et par l'évolution que j'ai de club en club. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pas encore trouvé la situation où je dirais où j'ai réussi à stabiliser les choses avec un projet sur du long terme parce que c'est vrai qu'il faut pouvoir s'inscrire sur quand même du moyen long terme pour pouvoir mettre en place des stratégies et pour pouvoir les animer. Donc, j'espère que ce sera le cas avec l'élan béarnais. Un club historique. En plus, vous vous seriez imaginé, Audrey, un jour être directrice générale de ce club si connu en France et avec une histoire si particulière? Non, parce que comme je l'avais dit, c'est vrai que l'élan béarnais, bien sûr, quand on est du monde du basket, c'est un club emblématique et c'est un club qu'on a envie de voir dans le paysage du basket français. Maintenant, c'est un club qui représente vraiment une image forte de territoire et c'est vrai que dans le fonctionnement qui a été choisi depuis maintenant des décennies, il était très fermé aussi à ce territoire. Il était souvent dirigé par d'anciens joueurs, d'anciens dirigeants. Enfin, c'est resté dans un giron très fermé. Donc c'est vrai qu'au-delà du palmarès du club et de la notoriété, je me projetais pas forcément dans le paysage palois. Et aujourd'hui, le fait que le nouvel actionnaire plus le nouveau président Sébastien Ménard ait eu ce désir justement d'apporter quelque chose de nouveau, d'essayer de déclencher une nouvelle ère, et l'opportunité s'est présentée et j'ai pas manqué de la saisir. On vient d'avoir dans le NASport Show le président d'une autre institution, cette fois en rugby, Jean-François Fontenot, le président du SUAGin. Il nous disait, lui, que sa principale erreur au début a été de trop écouter les gens et d'être trop influencé par le microcosme agenais. Je suppose que c'est un peu la même problématique. Il doit y avoir tous les gens que vous croisez dans la rue qui doivent se prendre pour des managers de l'équipe ou pour des entraîneurs. Il faut parfois fermer les oreilles. Ouais, c'est ça. En fait, c'est trouver un équilibre parce qu'il y a un aspect humain où là, je pense que quel que soit mon caractère et mon fort caractère, on a une sensibilité féminine qui fait que on a cette force quand même d'écoute qui est assez important. Et d'un autre côté, il faut trouver l'équilibre parce que, comme je le dis, quand on dit aux gens on veut pas se mêler du passé, c'est pas parce qu'on veut effacer le passé, parce que c'est un socle qui est important, c'est un socle sur lequel on travaille et dans lequel on s'inspire. Mais en fait, ce qu'on veut effacer du passé, c'est peut-être les conflits des uns des autres, des satisfactions, des échecs, des réussites, parce que on a besoin d'arriver, on a besoin de se faire notre propre opinion pour pouvoir amener notre petite touche et puis vraiment construire une stratégie au milieu de tout ça. Le but, c'est pas d'essayer de reproduire ce qui s'est déjà fait, c'est de faire quelque chose dont on prendra l'initiative. Ça marchera pas, mais de l'assumer complètement. Et c'est vrai que forcément, quand on arrive dans les clubs qui ont une telle existence, un tel passé, une telle richesse, il faut savoir faire la part des choses. Ça ne veut pas dire que les gens disent que des bêtises non plus, mais en tous les cas, il ne faut pas passer son temps à ressasser le passé. En fait, c'est plus ça, c'est la manière de ressasser le passé, de partager l'expérience et puis, je dirais avoir des échanges avec des gens qui sont amoureux de ce club, parce que c'est des gens qui sont amoureux, c'est important, mais il faut savoir se créer sa propre opinion, que ce soit de la situation générale, du territoire ou des personnalités des uns et des autres. Il ne faut pas que la passion prenne le dessus sur la raison. Et en tout cas, cet entretien était passionnant. Juste une dernière petite question, Audrey, parce qu'on le sait, vous avez, en tant que joueuse, cette fois, un peu plus de 200 sélections avec les Bleus. Un petit mot sur les derniers championnats du monde. Je suppose que vous avez suivi ça avec intérêt. Un petit mot sur vos successeuses, entre guillemets. Oui, alors moi j'ai commenté les matchs sur beIN Sport parce que je suis aussi consultante. Bien sûr que j'ai suivi cette compétition avec attention. C'est une équipe de France qui est en plein renouvellement, qui est en pleine transition. Je pense qu'il y a des joueuses avec l'absence de joueuses cadres et en nombre qui ont été propulsées sur la scène internationale. Certaines le sont parce que elles en ont, je pense, la capacité technique et l'expérience nous parlera dans l'avenir de ces grandes joueuses. Et après, j'ai trouvé l'équipe un petit peu en difficulté parce qu'effectivement, il a fallu aussi combler certaines absences et peut-être avec des joueuses qui ont moins cette capacité du niveau mondial. Mais en tous les cas, il y a un super potentiel.
Il y a un bel avenir pour cette équipe de France et je pense qu'il y a plein de choses à faire et qu'il faut évoluer aussi dans nos mentalités, même pour notre équipe de France, que ce soit dans la formation des jeunes joueuses ou dans l'état d'esprit et le style de jeu qu'on a envie de déployer. Et aujourd'hui, on a des joueuses intrinsèquement, individuellement, qui ont des qualités incroyables, techniquement et physiquement. Et il va falloir savoir exploiter tout ça. C'était Audrey Sauré, la directrice générale de l'Élan béarnais, qui va jouer ce week-end face à Nancy. On vous souhaite la meilleure saison possible et on vous remercie encore une fois d'avoir accepté l'invitation du Nasport Show. Merci Audrey. Merci à vous, merci beaucoup. Au revoir. Un coup d'œil sur l'agenda du week-end si vous êtes fan de basket, avec donc 2 matchs de Betclic Elite, la 5e journée ce samedi à 20h. Strasbourg accueille Limoges, Nancy reçoit Pau-Orthez. Du côté de la Pro B, on va enfin ouvrir le championnat avec la première journée, 20h ce samedi, Boulazac qui reçoit Lille, et puis un match de LF2. La première journée là aussi en basket féminin, ça se passe à 20h du côté de Chartres. L'Avenir Chartres reçoit Fétia. L'agenda foot maintenant avec ce samedi 2 matchs de D1 Arkema, le championnat de France féminin avec la 5e journée à 14h30, Bordeaux face à Lyon et l'ASJ Soyaux-Charentes contre Le Havre. D'ailleurs, vous pouvez revoir sur la page YouTube l'interview, si vous êtes fan de l'ASJ Soyaux-Charentes, de l'attaquante Laura Bourgoin qui était avec nous dans l'émission d'hier. Toujours en football, toujours samedi, 19h, la Ligue 2 avec la 12e journée. Annecy reçoit le Pau FC. Niort, lui, aura l'obligation de l'emporter face à Grenoble. Et puis, pas mal de rugby ce week-end. Le top 14, la 7e journée. Ça démarre à 15h samedi. Bordeaux-Lyon, Brive-Toulouse. À 17h, 2 matchs qui intéressent la Nouvelle-Aquitaine. Castres face à Bayonne et Pau contre le Stade français. 21h05 ce samedi, UBB Racing 92. Et puis dimanche, il y aura 4 matchs au total en Nouvelle-Aquitaine. L'élite 2 féminine, la 4e journée avec Limoges-Toulon et La Rochelle-Dax. Le national avec la 6e journée, Cognac contre Blagnac. Et enfin, les fans de rugby auront encore la soirée pour déguster des essais et des pénalités, puisqu'à 21h05, il y aura le choc de la 7e journée de top 14 entre La Rochelle et Toulon. On a été complet au niveau de l'agenda. Le Nasport Show, c'est donc désormais terminé. Cette émission est disponible en replay sur la page YouTube de NATV. Je remercie Baptiste Cochelin à la réalisation, Clément Darbieux à l'édition, Jean-François Pibre également pour sa participation dans l'émission. Je vous souhaite un très bon week-end de sport. On se retrouve lundi avec notamment l'émission d'LFNA consacrée au résumé du 6e tour de la Coupe de France. Bon week-end.